Oh, vous êtes là, vous. Ça tombe bien, saviez-vous qu'avec le VPN... Non, je déconne. En revanche, savez-vous qu'avec notre offre spéciale, vous pouviez désormais liker cette vidéo et vous abonner gratuitement à la chaîne YouTube Un Temps Pour Tout. Parce qu'il y a un temps pour tout. Aussi pour parler de phénomènes climatiques et météorologiques, passés, présents et futurs. Ne loupez pas cette offre. Abonnez-vous, la souscription est gratuite. Comme vu précédemment dans la première vidéo, lien en description, au sein d'un cumulonimbus se côtoient donc de forts courants ascendants, chargés en vapeur d'eau et en hydrométéores solides et liquides, ainsi que des hydrométéores solides et liquides qui, eux, descendent très rapidement en direction du sol. C'est ce qui s'appelle la pluie ou la grêle. On se retrouve donc avec un frottement intense entre les particules qui montent et celles qui descendent. Et à l'image du frottement d'un ballon dans les cheveux ou sur les poils de chat, des électrons sont arrachés d'un côté et se déposent en surplus de l'autre. On a donc des particules avec un trop-plein d'électrons, chargés négativement, et des particules avec un déficit d'électrons, chargés positivement. On a donc une différence de potentiel, donc une tension électrique. Et ça se sent bien quand tu touches ton chat après que t'aies frotté un ballon dessus, ou quand tu touches ta voiture après t'être frotté les semelles sur ses tapis de sol. Ce phénomène est nommé la triboélectricité, du grec tribein, qui signifie tout simplement frotter. Mais alors vous me direz, comment se fait-ce que ce phénomène ait lieu uniquement au sein d'un cumulonimbus? Eh bien d'une, puisqu'il faut des forts courants ascendants pour que ces frottements aient lieu, et de deux, puisqu'il faut deux matériaux différents afin qu'il y ait don et réception d'électrons. Oui, mais vous me direz, que ce soit de la glace, que ce soit de la neige ou de l'eau liquide, ça reste de l'eau, H2O. Alors oui et non, la glace, la neige et l'eau liquide ont des structures de surface un petit peu différentes, hein, ça vous l'aurez remarqué, et donc c'est des matériaux électriquement différents. Si on regarde ça plus en détail, on a au sein d'un cumulonimbus plein de particules d'eau différentes. Ça peut être des gouttelettes d'eau liquide plus ou moins grosses, des petits cristaux de glace, des grêlons, mais également de la neige roulée. La neige roulée, c'est des flocons de neige qui ont été limés, fondus, regelés, relimés, frottés par les puissants courants ascendants et descendants qui règnent au sein d'un cumulonimbus. Et c'est justement le frottement entre cette neige roulée et ces petits cristaux de glace qui est très propice au transfert d'électrons. Les petits cristaux de glace, légers et donc entraînés vers le haut par les courants ascendants, vont céder des électrons lors du frottement avec les particules de neige roulée. Cette neige roulée va donc se charger négativement et puisqu'elle est plus lourde que les petits cristaux de glace, va peiner à monter. Ainsi, on aura un maximum de charge positive amené au sommet du cumulonimbus, tandis que le maximum de charge négative se retrouvera à une altitude correspondant à peu près à une température d'environ -15 degrés Celsius. On peut également rajouter que par induction, par rééquilibrage entre guillemets ou par attraction comme deux aimants, la base d'un cumulonimbus ainsi que le sol sous le cumulonimbus auront tendance à se charger légèrement positivement, tandis que le sol aux alentours du cumulonimbus aura tendance à prendre une charge légèrement négative. Vas-y, c'est pas un cumulonimbus qui se forme derrière moi là? Ouais, ça commence à monter, hein, tout doucement. Hein. Voilà, tout ce qu'on a dit précédemment, ce n'est possible qu'en présence d'un cumulonimbus. CQFD. Maintenant qu'on a ces charges électriques séparées, donc c'est-à-dire des réservoirs de particules positives d'une part et négatives d'autre part, il faut encore que le courant électrique passe entre ces deux régions électriquement chargées. Et aux dernières nouvelles, comme rappelé dans la première partie de la vidéo, l'air est un isolant électrique. Comme dit, personne ne se prend une châtaigne en passant trop proche d'une prise électrique pourtant à 220 volts. Et personne ne meurt en marchant sous une ligne électrique haute tension à 400 000 volts. En réalité, tout isolant électrique finit par être conducteur au-delà d'une certaine tension électrique. Cette tension électrique, ou plutôt ce champ électrique, c'est-à-dire la différence de potentiel divisée par la distance, donc en volts par mètre, donc ce champ critique est nommé champ disruptif ou bien rigidité diélectrique. Pour l'air sec, au niveau de la mer, cette valeur est de 3 600 000 volts par mètre, ce qui signifie qu'il faut une différence de potentiel de plus de 36 000 volts par centimètre, ou encore 3 600 000 volts par kilomètre, pour que l'air devienne conducteur et qu'in fine une décharge électrique ait lieu, en l'occurrence la foudre. Les régions entre lesquelles se produisent une décharge électrique, un éclair donc,
peuvent être de différentes natures. Et cela influencera d'une part le nom de ces décharges électriques et d'autre part leurs caractéristiques. Cela peut être entre deux régions d'un même cumulonimbus, auquel cas on appelle ça un éclair intranuageux. Cela peut être également entre deux cumulonimbus différents, dans ce cas-là ça s'appellera un éclair internuageux. On peut également avoir un éclair entre une zone du cumulonimbus et l'air environnant. Dans ce cas-là, on a affaire à un éclair extranuageux. Et on peut également avoir un éclair entre le nuage et le sol. Et dans ce cas-là, ça s'appelle un éclair nuage-sol. On n'a rien trouvé de plus original comme nom. Et comme évoqué précédemment, plus les courants ascendants sont puissants et plus l'air est humide, c'est-à-dire chargé en vapeur d'eau capable de se condenser en gouttelettes de pluie, en grêlons ou en neige roulée, plus la fréquence de foudroiement sera intense. Je vais mettre furtivement à l'écran quelques formules et corrélations pour estimer cette fréquence de foudroiement, donc les intéressés, faites pause, et de toute manière je mettrai les liens des études en question dans la description. Les éclairs les plus fréquents sont de loin les éclairs intranuageux. Il y en a beaucoup plus car ceux-ci se déclenchent beaucoup plus facilement. En effet, ils prennent place entre deux zones en général faiblement distantes, et puisqu'ils sont au sein du nuage, ils sont dans une atmosphère très humide et chargés en gouttelettes de pluie et grêlons et neige roulée, qui ont plutôt tendance à mieux conduire l'électricité que l'air. Ils se déclenchent donc en général avec une différence de potentiel plus faible et sont donc en général moins puissants que les éclairs nuage-sol. D'ailleurs, en plus de pouvoir faire la différence visuelle entre un vulgaire léger flash noyé dans la masse nuageuse et un bel impact qui fend l'air et qui touche le sol, on peut également percevoir la différence de puissance à l'oreille. Un puissant éclair nuage-sol chauffera énormément l'air sur son sillage, et donc également proche du sol, donc de nos oreilles, à une température pouvant avoisiner les 30 000 degrés Celsius, le tout en seulement quelques millisecondes. Quelle est la température de l'air le long du trajet d'un éclair? Ah, je l'ai vu à la télé ça. Ah, je l'ai vu à la télé. Parfait. C'est 30 000. Cela conduit à une brutale dilatation de l'air se traduisant par des ondes de choc bien sonores. Oh, ça claque bien, hein. Bouh, tu vas vraiment entendre des bonnes battes. Bouh. Alors qu'un intranuageux chauffera beaucoup moins l'air, donnant plutôt un crépitement que des bonnes basses dignes d'un bel impact, quoi. On entend claquer, mais ça donne pas le son que ça devrait donner. les basses. Ah tiens, on peut également parler brièvement de la couleur de la foudre. Lorsque celle-ci nous paraît blanche, c'est que l'air est sec. En réalité, la lumière blanche n'existant pas en tant que telle, on a plutôt une superposition de plusieurs couleurs différentes. À savoir celle du spectre d'émission des atomes d'azote et d'oxygène constituant l'air, qui se retrouvent excités dans ce plasma à très haute température qui est l'éclair. Mais bougez pas, parce qu'on va revenir là-dessus dans 30-40 secondes. Un éclair rouge signifie qu'il y a de la pluie, un éclair bleu est synonyme de glace, donc de grêlon, et un éclair jaune-orangé signifie tout simplement qu'il y a énormément de poussière, de sable et autres polluants en suspension dans l'air. Tiens, je profite de l'actualité et du fait que les agriculteurs néerlandais protestent contre une loi visant à réduire les émissions d'azote émanant des fertilisants et du fumier pour justement vous parler d'azote. Et plus précisément de monoxyde et de dioxyde d'azote et du rôle de la foudre dans la formation de ces molécules. Et vous verrez que ce n'est pas sans conséquences chimiques, biologiques et écologiques. Sur le sillage de l'éclair, de 2 à 4 cm de large, les molécules de diazote et de dioxygène de l'air sont dissociées dans ce plasma pouvant atteindre les 30 000 degrés Celsius. 30 000 degrés. Nous avons donc des atomes d'oxygène et d'azote, seuls, avec des électrons excités sous l'effet de la chaleur extrême, qui ne demandent qu'une seule chose, se recombiner avec ce qui se trouve autour dès que la température redescend. C'est pourquoi on retrouve du monoxyde et du dioxyde d'azote qui, en se combinant avec l'eau qui tombe du ciel, donnent de l'acide nitrique et donc in fine des ions nitrates dans le sol. Ce processus a longtemps contribué à maintenir le cycle de l'azote stable et à garder une concentration de nitrate dans le sol à l'équilibre, en raison, d'autre part, de la présence de bactéries dénitrifiantes transformant les nitrates du sol en azote atmosphérique. Mais ça, c'était avant qu'on invente les engrais chimiques et qu'on casse littéralement le cycle de l'azote. Mais ça, c'est notre histoire. Pour refermer cette parenthèse chimique, on peut également parler du rôle de nettoyeur et de purificateur atmosphérique que détient la foudre. En effet, dans le plasma brûlant qu'est la foudre, il n'y a pas que des oxydes d'azote qui sont générés comme vu précédemment.
Des radicaux hydroxyle HO et hydroxyperoxyle HO2 sont formés et ce sont des composés chimiques très actifs, très instables et très oxydants, qui s'attaquent à toutes sortes de molécules qui n'ont rien à faire là-haut, telles que des gaz frigorigènes, du monoxyde de carbone ou encore du méthane. Donc en bref, des gaz à effet de serre ou destructeurs de couches d'ozone. Ces études sont très récentes, liées en description, et on ne sait pas encore à quel point ces radicaux contribuent à la purification de l'atmosphère et à quel point les éclairs contribuent à la production de ces radicaux. Mais ce qu'on sait, c'est que sur le plan chimique, la foudre... C'est donc ton ami. Bon, et le futur dans tout ça, me direz-vous? Parce qu'on sait qu'avec l'augmentation de la puissance de calcul des supercalculateurs, la précision spatiale et temporelle des modèles météorologiques ne va faire qu'augmenter. Et bien que la foudre soit un phénomène complexe qui n'est pas encore tout à fait théoriquement appréhendé, sa formation est de plus en plus comprise, modélisable et modélisée. Avant de se projeter, quid de l'évolution de la fréquence des orages ces dernières années? En se penchant sur le nombre annuel d'éclairs en France depuis 1989 et au Benelux depuis 2007, ou encore sur le nombre de jours d'orage en Belgique depuis 1961, on n'a pas vraiment une tendance bien claire. Pour les années à venir, comme expliqué dans la vidéo sur la canicule, les étés pourraient devenir de plus en plus secs sur une grande partie sud-ouest de l'Europe, incluant la France. Donc avec moins d'orages, ou alors plus violents, mais moins fréquents. Sur ce sujet, Météo France prend clairement le parti de ne pas vraiment se mouiller. Je cite: « Les prévisionnistes de Météo France restent néanmoins très prudents. Si nous pouvons dire avec de plus en plus de certitude que le réchauffement climatique provoque une augmentation de l'intensité des précipitations extrêmes, il n'existe pas d'observation fiable et de long terme sur l'évolution des orages dans un climat qui se réchauffe. » Cependant, d'autres études plaident en la faveur d'une augmentation de la fréquence d'occurrence des orages et de la foudre, comme cette étude datant de décembre 2019. Cette augmentation demeure faible sur la France, mais bien plus importante à plus haute latitude, où l'air chaud pourrait s'incruster de plus en plus souvent. Avant de conclure, je vous rappelle le petit sondage pour la prochaine vidéo. Mer de nuages ou effet de fun? Votez en commentaire. Et avant que je vous redise de vous abonner, SVP, c'est important, cordialement, merci d'avance, on peut brièvement rappeler les points suivants. Pour tout ce qui est historique, allez voir la première vidéo sur ce sujet. Les charges électriques, c'est dû au frottement entre des hydrométéores de différentes natures, frottement lui-même induit par les forts courants ascendants et descendants qui règnent au sein des cumulonimbus. Le courant électrique dans le sillage de l'éclair, c'est dû au dépassement du champ disruptif ou rigidité diélectrique de l'air, dont la valeur peut varier localement selon la composition de l'atmosphère. La foudre a un rôle chimique, biologique et écologique parfois insoupçonné. Nitrates, radicaux, purificateurs, etc. La prévisibilité du phénomène va sûrement s'améliorer à l'avenir, mais aucune idée si ce phénomène va se produire plus souvent qu'actuellement à l'échelle globale dans un monde de plus en plus chaud. C'est l'heure maintenant de vous remercier d'avoir regardé cette série de 2 vidéos jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Il y a plein de liens dans la description si vous voulez approfondir le sujet. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux, à vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche, à réagir en commentaire, à me proposer des sujets également en commentaire, et puis il y a un temps pour tout je crois, hein. Surtout que là c'est 19h, vendredi soir, c'est l'heure de l'apéro. Donc à la prochaine!